Si vous étiez kidnappé et forcé d'affronter vos peurs les plus profondes dans le cadre de l'expérience la plus horrible du monde, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les scientifiques maléfiques dans Rupture. Cette femme n'a aucune idée qu'elle est mutante. Renée se prépare à aller travailler quand elle remarque une araignée sur le lavabo. Son fils Evan se précipite pour l'aider à la tuer, mais elle l'arrête soudainement, insistant pour qu'il épargne sa vie. Étonné, il emmène l'araignée dehors et la mère se calme. Elle en est terrifiée. Mais bientôt, cette femme sera piégée dans un masque rempli d'araignées et ça va faire muter son ADN. Renée entre dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner, quand la lumière du plafonnier se met soudain à vaciller. La femme va chercher un cutter du genre X-Acto dans le tiroir pour le réparer. C'est une personne débrouillarde qui sait comment faire les choses. Mais à l'extérieur de la maison, un homme mystérieux s'approche de leur voiture et place un étrange dispositif sur sa jante. C'est suspect, et la famille ne se doute pas que des caméras espionnes ont été installées dans leur maison, épiant leurs moindres faits et gestes. Plus tard dans la journée, Renée dépose son fils pour qu'il passe du temps avec son père et fait ses adieux avant de partir. Mais une autre voiture la suit de près. Les inconnus la traquent, et c'est alors qu'ils activent le dispositif qu'ils ont placé sur sa roue. Soudain, le pneu éclate et elle est obligée de se ranger sur le bas-côté. La femme sort de sa voiture pour vérifier les dégâts et se rend compte qu'elle a un pneu crevé. Mais elle remarque un étrange dispositif sur la jante. C'est alors qu'une camionnette de déménageurs se gare à proximité, et le conducteur s'approche du véhicule proposant de l'aider à changer le pneu. Acceptant son aide, elle lui tend la roue de secours, mais c'est alors qu'elle remarque que son collègue sort de la camionnette pour faire une pause clope. Quelque chose ne va pas. Mais avant que Renée ne puisse comprendre ce qui se passe, l'homme la plaque tout à coup au sol. Une fois la femme maîtrisée, son ami lui met le taser dans le cou et la choque jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. C'était une embuscade. Et il sort un rouleau de ruban adhésif qu'il commence à enrouler autour de sa tête avant de la transporter à l'arrière de leur camionnette. Ok, Renée aurait dû le voir venir, parce qu'il y avait de nombreuses raisons d'être sceptique sur ce qui venait de se passer. Tout d'abord, dès qu'elle s'est rangée sur le côté de la route, il n'a fallu que 15 secondes pour qu'un autre véhicule s'arrête et l'aide. Ça peut ne pas sembler suspect, mais si un dispositif étrange est attaché au même pneu qui vient d'éclater, vous ne devriez pas automatiquement supposer que c'est une coïncidence. Si nous regardons où nous sommes, cette route est au beau milieu de nulle part. Il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas de caméra urbaine et il n'y a pas de trafic. C'est l'endroit idéal pour enlever quelqu'un en plein jour. Donc si un étranger s'approchait de moi dans ce genre d'endroit, je serais certainement sur mes gardes. Maintenant, même si ce type semble vraiment amical, il porte aussi des vêtements difficilement descriptibles, ce qui rend plus compliqué de donner des détails à la police. S'il conduit un camion comme celui-ci, il devrait probablement porter un uniforme avec le logo de l'entreprise. S'il s'habille comme ça, il pourrait utiliser des tactiques d'homme gris, et on ne peut donc pas lui faire confiance. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer que pendant que ce type faisait semblant de changer le pneu, une autre voiture était garée au milieu de la route en face d'eux, ce qui est très suspect. Si Renée était attentive, ces 4 événements étranges en si peu de temps étaient plus que suffisants pour qu'elle réalise qu'elle était victime d'une embuscade. C'est facilement l'un des instincts de survie les plus pratiques à avoir, parce que rester attentif à son environnement et s'interroger sur les motivations de chacun peut suffire à vous sauver la vie. Maintenant, cette femme a baissé sa garde, mais elle aurait pu faire quelque chose pour faciliter sa fuite. Si vous êtes attaché, l'une des meilleures stratégies de survie est d'étendre votre corps pour vous assurer qu'ils ne sont pas en mesure de vous attacher fermement. Si c'était moi, j'ouvrirais ma mâchoire aussi largement que possible, parce que quand je refermerai ma bouche après coup, le ruban adhésif sera beaucoup plus lâche que quand ils m'auront attaché. Il me sera donc plus facile de l'enlever et d'appeler à l'aide, ou même de l'utiliser pour étouffer mes ravisseurs quand l'occasion se présentera. Cette femme a également des cheveux longs, donc si c'était moi, je les aurais utilisés pour essayer de couvrir autant que possible mon visage, parce qu'il me sera plus facile de faire glisser le ruban adhésif pour m'en défaire. Le kidnappeur fait asseoir Renée et la menotte au banc, tandis que cette vieille femme saisit une paire de ciseaux et découpe le pantalon de la mère. Elle place ensuite un seau directement en dessous d'elle, en l'avertissant que le trajet va être long. C'est humiliant, et la femme sort du van, laissant la mère piégée dans l'obscurité. Les véhicules commencent à rouler sur la route et Renée tente de se libérer des menottes, mais elle n'arrive pas à s'échapper. C'est alors qu'elle repère son jean sur le sol et elle se souvient du cutter qu'elle avait laissé dans sa poche. Tendant les jambes autant qu'elle le peut, Renée traîne le pantalon vers elle et glisse le cutter dans sa botte. Cette nuit-là, le camion s'arrête à une station-service et la femme plus âgée revient pour vérifier l'état de sa victime. Sortant un scalpel, elle fait un trou dans le ruban adhésif et y glisse une paille pour lui donner de l'eau. C'est alors qu'elle révèle que des somnifères ont été dissous à l'intérieur et Renée essaie de les recracher, mais elle ne peut rien faire pour résister. Le lendemain matin, ils l'attachent à un chariot et la font rouler dans un bâtiment jusqu'à ce qu'ils atteignent une salle d'attente où ils laissent la femme quelques minutes. Terrifiée, Renée regarde autour d'elle et remarque un homme blessé allongé à côté d'elle. Il lui explique que les kidnappeurs veulent faire des expériences sur eux et qu'elle doit se souvenir de G1012X. La mère essaie de demander où ils sont, mais un garde entre et emmène l'homme avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit d'autre.
Elle est transportée dans l'établissement sur le chariot à roulettes, puis placée dans une pièce séparée, sans savoir ce que veulent les ravisseurs. C'est terrifiant, et cet homme lui dit qu'il doit récupérer des outils avant qu'il ne commence. En levant son bracelet vers un scanner, la porte se déverrouille et il sort de la pièce. Enfin seule, elle cherche quelque chose qu'elle pourrait utiliser et voit des instruments chirurgicaux sur un plateau. Renée a peur de ce qui va se passer et elle crie à l'aide. Mais c'est alors que l'homme revient. Il rapproche le plateau avec les instruments chirurgicaux vers elle et il coupe le ruban adhésif, prenant un moment pour toucher son visage. Et il commente combien sa peau est intéressante. C'est très étrange. Et il détache l'une des lanières de cuir autour de sa cheville. Immédiatement, Renée commence à se débattre et tente de se libérer, mais le type la maintient sur le lit, en lui faisant comprendre qu'elle ne peut pas s'échapper. Ok, cet endroit peut sembler délabré, mais ils ont une technologie assez sophistiquée dans ce bâtiment, et c'est un signe clair que s'échapper est peu probable. Tout d'abord, chacun de ses membres a été attaché à un chariot sur roulette, mais même si elle trouve un moyen de se libérer, elle doit encore passer cette porte. Le problème, c'est qu'elle a 3 verrous, et elle ne peut être ouverte que par un bracelet de sécurité attaché au poignet du personnel. Il est également probable qu'il y ait des caméras dans la pièce qui surveillent tous ses mouvements, ce qui signifie que nous ne sortirons pas d'ici sans aide. Maintenant, ça peut sembler contre-intuitif, mais la vérité c'est que pendant un kidnapping, la meilleure chance que vous avez de vous échapper sera presque toujours pendant le transport. Il est fort probable qu'on vous mette à l'arrière d'un van ou d'une voiture, et la plupart des coffres ont un loquet d'urgence qui brille souvent dans le noir. Pendant le trajet en fourgonnette, si elle avait pris un peu de recul pour examiner la situation, la femme aurait compris que se débarrasser des menottes n'était pas la bonne approche. Elle porte pas moins de 3 paires de menottes, mais le bon côté des choses, c'est qu'elles sont toutes attachées au banc, ce qui signifie que si elle libère le banc du plancher du camion, elle pourra peut-être s'échapper. Il se trouve que le plancher du camion est recouvert d'une fine couche de contreplaqué, ce qui signifie que l'ensemble est maintenu par seulement quelques centimètres de bois. Si vous regardez ici, vous pouvez également voir que certaines vis ne maintiennent presque rien. Donc si c'était moi, je passerais tout mon temps à essayer de tirer le banc vers le haut et hors du plancher du camion. Vous pouvez également voir ici que la porte pourrait être ouverte de l'intérieur, parce qu'il y a ces longues tiges métalliques qui sont reliées à la poignée de la porte. Si on les tire vers le centre, la porte devrait s'ouvrir de l'intérieur sans que les kidnappeurs le sachent. Maintenant, si nous ne pouvons pas nous échapper, il est important de garder une trace de la durée de notre voyage. Si nous pouvons sentir que le camion se déplace à un rythme régulier, alors ils conduisent probablement sur une autoroute. Comme ils sont en train de nous kidnapper, ils ne dépasseront pas la limite de vitesse moyenne pour éviter les flics. Et ce calcul de base nous donne une idée approximative de la distance qui nous sépare de chez nous. Cette information est utile parce que quand nous atteindrons la base des kidnappeurs, s'il y a une chance de trouver un téléphone, nous pourrons décrire le bâtiment et donner un rayon de recherche dans lequel on pourra nous chercher. Pour la même raison, si on vous transporte à l'intérieur du bâtiment, il est important de mémoriser le plan autant que possible. Ces kidnappeurs ont eu l'intelligence de lui bander les yeux jusqu'à ce qu'elle atteigne la pièce, mais il y a encore un moyen d'apprendre à connaître notre environnement. Si c'était moi, j'écouterais le bruit des chaussures des kidnappeurs et je compterais les pas pendant qu'ils me font rouler dans le couloir, parce que ça me donnera une bonne idée de la distance qui me sépare de la sortie. L'homme lui remet son pantalon en lui expliquant qu'elle va subir des épreuves brutales et qu'elle aura de la chance si elle survit. Il sort rapidement de la pièce et laisse la mère seule alors qu'elle peut entendre un sujet de test hurler sans rien pouvoir faire pour l'aider. Désespérant de s'échapper, elle commence à secouer son pied jusqu'à ce que le cutter glisse enfin hors de sa botte. Renée a peut-être un moyen de sortir d'ici, et elle commence à le faire glisser sur le brancard avant de faire rebondir le cutter près de ses doigts. C'est alors qu'elle entend un homme appeler à travers les conduits d'aération, et le sujet de test se présente comme Blake. Elle lui demande depuis combien de temps il est ici, et l'homme révèle qu'il ne se souvient pas. Mais il l'avertit que chaque victime doit passer par une expérience, et qu'elle sera forcée d'affronter les choses qu'elle déteste le plus. Nerveuse, elle demande à Blake s'il sait quelque chose sur G1012X, et l'homme n'a aucune idée de ce dont elle parle. Frustrée, la femme se débat contre ses liens, secoue le lit et déplace finalement le cutter à sa portée. C'est alors qu'elle entend un garde entrer dans la chambre de Blake et allumer une scie électrique. C'est horrible, et la femme ne peut rien faire d'autre que d'écouter ses hurlements. Plus tard, Renée est en train de couper ses liens, mais elle remarque que la porte se déverrouille soudainement. L'homme chauve et son assistante entrent pour vérifier leur sujet de test, mais la femme refuse de coopérer. Elle veut savoir si Blake est toujours en vie, et l'homme lui dit qu'il n'y a personne dans la chambre voisine. Il manipule son esprit. Et les chercheurs mettent des lunettes de protection avant d'installer une caméra vidéo pour enregistrer tout ce qui va se passer. Renée les supplie de la laisser partir, promettant de garder cet endroit secret, mais ils ignorent ses appels à l'aide. Terrifiée, elle demande s'ils ont enlevé son fils, et les kidnappeurs rassurent la mère en lui disant qu'il est en sécurité avec son père, du moins pour l'instant, et ils lui font comprendre qu'ils surveillent de près sa famille. Ok, ça devient bizarre. Il torture des gens dans la pièce d'à côté avec des scies électriques, mais pour Renée, il ne pose que des questions sur sa grossesse et les araignées. Maintenant, aussi confus que ça puisse paraître, ça nous donne en fait des informations très utiles. S'ils nous ont fait venir jusqu'ici juste pour nous poser des questions sur notre santé, alors on peut supposer qu'ils ne vont pas nous tuer tout de suite. Ça signifie que Renée fait une énorme erreur en coupant ses liens si tôt, et ça change la façon dont nous devons penser à nous échapper.
Nous venons juste d'arriver, donc quelqu'un va venir vérifier qu'elle va bien. Et vu qu'il n'y a aucun moyen de passer la porte verrouillée, l'approche la plus intelligente est d'attendre. Si c'était moi, je compterais les heures jusqu'à la nuit, quand les chercheurs seront rentrés chez eux. Ça me donnera plus de temps pour former un plan d'évasion et couper toutes mes attaches sans interruption. En attendant, la meilleure option que nous ayons est d'être le sujet le plus volontaire et le plus obéissant de tout le bâtiment. De cette façon, les chercheurs consacreront moins d'attention à s'assurer que nous coopérons, ce qui nous laissera le temps de planifier notre évasion. Quand vous dépendez entièrement des autres pour votre survie, l'attente est la seule chose que vous pouvez contrôler. Par exemple, s'ils vous font suffisamment confiance pour détacher vos menottes, ils peuvent devenir complaisants et vous laisser sans menottes plus longtemps. En donnant à vos ravisseurs un modèle de comportement, ils penseront que vous êtes prévisible et vous pourrez en profiter au moment où ils s'y attendront le moins. Maintenant, ces kidnappeurs ne lui disent pas pourquoi elle est ici, mais nous pouvons avoir un indice basé sur les informations qu'ils demandent. Ils voulaient connaître sa taille, son poids, ses antécédents médicaux, mais surtout, ils ont demandé de quoi elle avait peur. La seule raison pour laquelle ils traversent les frontières de l'État et nous enferment dans une pièce vide est qu'ils veulent un environnement contrôlé pour nous prendre quelque chose. Et ça a tout à voir avec la peur. Quand nous sommes forcés à affronter des choses qui nous effraient, notre corps produit des substances chimiques comme le cortisol, l'adrénaline et la norépinéphrine. Et c'est peut-être ce qu'ils essaient d'extraire avec leurs expériences. En gardant ça à l'esprit, la chose la plus intelligente à faire est en fait de ne rien faire. L'obéissance n'activera pas les produits chimiques de la peur qu'ils pourraient rechercher, ce qui rend plus difficile l'obtention de ce dont ils ont besoin sans être punis. L'homme commence à interroger Renée et elle répond à leurs questions, mais c'est alors que l'assistante relève tout à coup le lit. En appuyant sur un bouton de sa télécommande, une porte cachée s'ouvre, révélant un tableau pour un test oculaire sur le mur. Il continue à poser des questions, et l'assistante est curieuse de savoir si la mère a remarqué quelque chose d'étrange après sa grossesse. Confuse, elle lui répond que non, et l'assistante s'éloigne pour aller chercher du matériel médical tandis que l'homme reprend l'entretien en lui demandant de quoi elle a le plus peur. Dès qu'il évoque les araignées, la mère se tait instantanément, et les ravisseurs ont toutes les raisons de savoir qu'elle est arachnophobe. En abaissant le lit, la femme sort rapidement de la pièce, mais l'homme reste encore un peu avec Renée et appuie soudainement son visage sur la joue de la mère. C'est la deuxième fois qu'une telle chose se produit depuis qu'elle est ici, et elle va bientôt savoir pourquoi. Les kidnappeurs partis, la mère continue à essayer de couper ses liens, mais elle laisse tomber le cutter sur le sol. Il n'y a plus aucun moyen de s'échapper maintenant, et c'est alors qu'elle remarque que la porte est ouverte. Un autre médecin entre dans la pièce et s'approche d'elle, sortant une énorme seringue avec un produit chimique à l'intérieur. Il lui administre le médicament et elle s'évanouit lentement tandis qu'il la regarde froidement. Plus tard, la femme se réveille de sa petite sieste et elle est transportée dans une autre pièce du bâtiment où elle est attachée à un autre chariot. Les chercheurs s'assoient pour l'observer tandis qu'un panneau du plafond s'ouvre et qu'un support en plastique s'abaisse et enveloppe son avant-bras. Mais c'est alors que la mère réalise qu'elle est sur le point d'affronter sa plus grosse frayeur. Il s'agit d'une tarentule géante avec d'énormes crocs et elle est envoyée directement vers elle. Paniquée, elle les supplie d'arrêter l'expérience. Mais les médecins lui répondent qu'ils le feront une fois le test terminé. Ils lui demandent instamment de cesser de résister, mais elle est trop terrifiée pour obéir. Rien ne semble se passer, et les chercheurs sont déçus. L'expérience est un échec, et ils la ramènent dans sa chambre. C'est alors qu'elle remarque que le cutter est toujours par terre. L'homme frotte tout à coup sa joue contre la sienne, et il lui demande si elle peut sentir ses pensées. Mais la mère ne comprend pas ce qu'il veut dire. Frustré, il dit à sa collègue que la femme est proche de la rupture et l'assistante rassure Renée. C'est un signe que toute cette expérience sera bientôt terminée. Les kidnappeurs partis, la mère continue à se débattre pour retirer ses liens jusqu'à ce qu'elle parvienne à faire glisser sa main hors de la sangle. Elle se libère rapidement du lit et se dirige vers un tiroir pour prendre un rouleau de ruban adhésif. Prenant le cutter sur le sol, elle l'utilise pour dévisser la bouche d'aération et rampe dans le conduit en prenant soin d'attacher le cutter à son poignet. La femme se déplace lentement dans le système d'aération, prenant soin de noter les directions qu'elle prend pour pouvoir retourner à sa chambre. Elle regarde à travers l'une des grilles et remarque une femme assise à un bureau. En gardant le silence, elle observe la femme qui appuie sur un levier et un sujet d'expérience tombe soudainement du plafond. C'est troublant, mais la femme poursuit son chemin, rampant dans les tunnels où elle trouve d'autres sujets d'expérience piégés dans des positions étranges. C'est alors que la mère réalise qu'ils sont tous exposés à leur plus grande peur pour déclencher une réaction spécifique. Et quoi que les chercheurs recherchent, ça doit être important. Ok, c'est impressionnant. La femme a réussi à s'échapper et a même fait en sorte de ne pas se perdre en collant des flèches pour indiquer sa direction. C'est incroyablement ingénieux. Mais le problème, c'est que Renée n'a aucune idée d'où elle va. Dès que les chercheurs remarqueront que sa chambre est vide, ils sauront où elle se cache, et il ne faudra pas longtemps pour la ramener. C'est pourquoi nous devons d'abord passer par ces expériences et attendre une meilleure chance de nous échapper. La peur est le tueur de l'esprit, mais il y a un bon moyen de tromper notre cerveau pour l'ignorer complètement. L'impulsion de peur humaine provient de l'amygdale qui génère notre réaction de combat ou de fuite face à n'importe quelle menace. Cependant, ce que les gens ne savent pas, c'est que se battre ne signifie pas nécessairement que l'on doive devenir agressif. Il s'agit d'une fausse idée très répandue, et comprendre ça va nous aider à modifier notre propre cerveau pour ne pas donner aux chercheurs ce qu'ils veulent.
Maintenant, la femme n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, et elle ne peut pas s'enfuir. Donc notre seule option est de nous défendre. Mais comme nous sommes attachés, nous ne pouvons pas utiliser la violence. C'est pourquoi, si c'était moi, je détournerais mes pulsions de lutte ou de fuite en changeant de perspective et en me disant que c'est pas une araignée, mais un joli petit lapin tout mignon. Ça peut sembler fou, mais la raison pour laquelle ça fonctionne est que quand nous n'avons pas le choix, le cerveau humain est forcé de changer la façon dont il interprète la menace. Heureusement, ce concept a été étudié par l'une des expériences les plus célèbres du XXe siècle, appelée flooding, inondation en français. Thomas Stamfel a prouvé que si on expose une personne à ses plus grandes peurs sans aucun moyen de les éviter, elle en a de moins en moins peur au fil du temps. Et cette avancée psychologique fonctionnerait parfaitement pour nous ici. Par ailleurs, dans la pratique, la vérité c'est que les tarentules ne sont pas une espèce agressive, et elles sont même vendues comme animaux de compagnie dans le monde entier. Même lorsqu'elles vous attaquent, leur croc injecte un venin moins puissant que celui d'une abeille. Si nous disons à notre cerveau que cette araignée est totalement inoffensive, l'exposition à la menace prouvera que nous n'avons rien à craindre, si ce n'est la peur elle-même. Et les chercheurs ne pourront donc pas obtenir la réaction qu'ils recherchent. Poursuivant son chemin dans le système de ventilation, la femme s'introduit dans des toilettes et descend des conduits d'aération. Elle se précipite vers une fenêtre dans l'espoir de comprendre où elle se trouve, mais elle ne voit qu'un parking avec les véhicules qui ont été utilisés pour la kidnapper. C'est alors qu'elle entend des bruits de pas se rapprocher, et elle se cache dans le placard sous les lavabos aussi vite qu'elle le peut. En regardant par une ouverture, la mère voit 2 hommes entrer et elle les entend parler des autres sujets de test. 47 personnes ont subi une rupture, mais sur les 25 femmes enlevées, aucune ne peut avoir d'enfant. Les hommes quittent rapidement les toilettes et la voie étant libre, René sort du placard et remonte dans le conduit d'aération. Se déplaçant plus encore dans le système de ventilation, la mère trouve une ouverture à un croisement et découvre une échelle. Elle grimpe jusqu'au toit, mais la sortie est bloquée par une grille rouillée. C'est trop dur à casser pour elle, et la femme n'a d'autre choix que de trouver une autre issue. Plus tard, René rampe dans les conduits d'aération jusqu'à ce qu'elle trouve un homme attaché à un brancard. C'est Blake, le sujet de test à qui elle parlait par les conduits. Elle entre dans sa chambre et lui dit qu'il pourrait s'échapper, mais Blake a changé d'avis, croyant que les kidnappeurs pourraient le laisser partir puisqu'il est au milieu de sa dernière expérience. Curieuse, elle demande si le docteur a dit autre chose sur G1012X, et l'homme révèle que les kidnappeurs pensent qu'il l'a dans son corps. Tout à coup, un serpent sort de sous le drap, et l'homme commence à paniquer. C'est sa plus grande phobie. Et René essaie de le calmer, mais c'est alors qu'elle entend la porte s'ouvrir. La femme se cache rapidement sous le lit, tandis que les chercheurs entrent et disent à Blake qu'il va bientôt rentrer chez lui. Ils lui injectent un anesthésiant, mais précisent qu'ils vont lui laver le cerveau pour qu'il ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé dans ce centre. Ok, cette femme est vraiment chanceuse. Elle s'est faufilée dans tout le bâtiment et c'était incroyablement risqué. Mais il y a en fait une bien meilleure façon de penser à comment s'échapper de cet endroit. Maintenant, vous pourriez penser que René aurait pu s'échapper par la fenêtre des toilettes, mais si vous regardez de près, vous pouvez voir que c'est au moins au 2e étage. Ça signifie que René est plus susceptible de se blesser si elle saute, et il serait plus facile pour les chercheurs de la capturer à nouveau dans ce cas. Donc ce ne serait pas une stratégie d'évasion viable. L'un des plus grands avantages est que nous avons un cutter exacto avec nous, ce qui signifie que nous pouvons dévisser tous les conduits d'aération pour accéder à chacune des pièces, et ça fera beaucoup plus de personnes dans le bâtiment qui pourront nous aider à nous échapper. Si c'était moi, au lieu de dévisser toutes les bouches d'aération et de dévoiler ma cachette, je surveillerais les cobayes. J'attendrai qu'ils soient seuls pour les aider à se libérer et unir nos forces. Plus nous sauverons de gens, plus nous aurons de chances de maîtriser les chercheurs et de nous frayer un chemin par la force pour sortir du bâtiment. Le plus gros problème ici est que nous travaillons contre la montre, parce que finalement ils vont revenir dans la pièce et remarquer que René a disparu. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si elle ne peut pas ouvrir la porte, elle doit forcément être dans les conduits d'aération. Donc ramper dans le bâtiment comme ça ne va pas être une stratégie efficace très longtemps. L'approche la plus intelligente est de trouver quelque chose qui augmente vos chances de survie, et dans cette situation, ce sera une autre personne. N'oublions pas que si nos chambres ont des serrures, il est fort probable que les portes vers le monde extérieur en aient aussi. Logiquement, ça signifie que nous n'avons pas de stratégie d'évasion réaliste sans attaquer un chercheur. Et la meilleure façon de s'en assurer est de se faire aider par quelqu'un. C'est pourquoi, si c'était moi, essayer de trouver Blake ici aurait été la première chose que j'aurais faite. De là, nous pouvons utiliser notre cutter exacto pour couper ses liens et attendre dans sa chambre qu'un chercheur entre. S'il reste gentiment sur le chariot et fait semblant d'être attaché, ils ne sauront jamais que c'est un piège, et nous pourrons nous faufiler derrière eux, fermer la porte et les poignarder avec notre lame. Ensuite, Blake pourrait se lever et nous aider à les assommer avant qu'ils ne puissent appeler à l'aide. Et nous pourrons prendre leur bracelet de sécurité et quitter rapidement le bâtiment avant que quelqu'un ne se rende compte de notre absence. Le docteur saisit le lit de Blake et commence à le déplacer dans le couloir, sans remarquer que René se faufile derrière eux. L'assistante ferme la porte, mais la mère parvient à l'empêcher de se refermer et entre dans le couloir. C'est l'occasion parfaite de s'échapper, et elle commence à chercher une sortie. Elle se dirige vers l'ascenseur, se glisse à l'intérieur et essaie de se rendre au dernier étage, mais le panneau de contrôle ne la laisse pas monter. René ressort alors et se déplace prudemment dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui ressemble à un bureau.
En jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle voit une carte indiquant différents endroits dans le monde, et elle est horrifiée de réaliser que cette organisation opère au niveau international. Repérant une armoire remplie de bracelets de sécurité, la mère se dirige vers le bureau et essaie d'ouvrir la porte de la vitrine, mais elle ne bouge pas. C'est alors qu'elle entend une chasse d'eau et panique. Quelqu'un est à l'intérieur, et la femme sort en courant du bureau, terrifiée à l'idée de se faire prendre. Espionnant le garde, la femme est choquée quand elle le voit enlever ses lentilles, révélant qu'il a 3 pupilles. Ces gens ne sont pas humains, et Renée s'éloigne en essayant de comprendre ce qu'elle vient de voir. En se déplaçant dans les couloirs, la femme trouve un cadavre sur un brancard, mais il y a quelque chose qui cloche avec lui. La peau de l'homme semble avoir fondu et il est couvert d'horribles cicatrices. Soudain, elle entend une porte s'ouvrir et se cache dans une pièce de stockage pendant que les médecins inspectent le sujet mort. Ils sont déçus que le gars n'ait pas atteint la rupture, mais la femme leur rappelle qu'ils ont encore Renée à expérimenter, et elle est persuadée qu'elle se rompra plus tôt qu'ils ne le pensent. Revenant en courant, la mère se glisse dans la bouche d'aération et se dirige vers sa chambre en prenant soin de dissimuler toute trace de son escapade. Elle s'allonge rapidement sur le lit et regarde les chercheurs entrer dans la pièce. L'homme vérifie son pouls avant de partir, tandis que l'assistante pose une seringue remplie de produits chimiques. La femme lui demande d'arrêter de résister à leur expérience, et Renée lui fait remarquer que le fait de l'effrayer ne fera que la pousser à se battre davantage. Frustré, le médecin fait comprendre qu'ils essaient d'aider, et elle glisse une main sous la chemise de la mère. Tous les chercheurs ont essayé d'entrer en contact tactile avec elle pour une raison ou une autre, et la femme rassure Renée en lui disant que son fils ira bien tant qu'elle poursuivra l'expérience. Ok, c'est effrayant comme l'enfer, mais pour être honnête, je me demanderais si on doit les laisser me rompre ou pas. Si c'était ma seule chance d'avoir une capacité à la X-Men et que je la ratais, je pourrais plus me regarder en face. La chose la plus importante à considérer ici, c'est que si nous avons déjà ce gène en nous, il est possible qu'il se rompe à un autre moment de notre vie après nous être échappés d'ici. Mais nous ne saurons pas quoi faire. Ici, au moins, ces mutants ont des informations qui peuvent nous aider, donc laisser faire pourrait être la meilleure décision à prendre. Si c'était moi, j'essaierais de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de ces mutations. D'après le nombre de fois où ces chercheurs ont touché sa peau, il semblerait qu'ils puissent lire dans votre esprit ou ressentir vos émotions par contact direct. Ce serait un super pouvoir génial à avoir, même si le prix à payer est d'avoir des globes oculaires bizarres. Étonnamment, il s'agit en fait d'une condition réelle connue sous le nom de polychorie, où votre œil a 2 pupilles au lieu d'une seule. Mais ça s'accompagne de problèmes comme la double vision aussi. Pour cette raison, il ne serait pas surprenant que ces mutants aient une très mauvaise vue. Et comme les pupilles contrôlent la quantité de lumière qui entre, ils sont probablement beaucoup plus sensibles à la lumière que la normale. Cela dit, même les gens ordinaires ayant une mauvaise vue doivent subir cet inconvénient. Et porter des lentilles de contact pour le reste de sa vie est un petit prix à payer pour des super pouvoirs. En gardant ça à l'esprit, je me dénoncerai et je dirai que je suis prête à les aider, mais seulement s'ils me disent tous les détails de ce qui va se passer pour que je sache à quoi m'attendre. Maintenant, même si vous n'êtes pas d'accord, la vérité est que cette femme n'a pas vraiment d'autre option. Renée a essayé de s'échapper depuis des heures maintenant, et pour être honnête, elle n'a pas fait un très bon job. La première erreur qu'elle a faite était de ne pas essayer coûte que coûte d'obtenir les bracelets de sécurité. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que cette vitrine est très fragile, et le fait de pousser sur la paroi créait un bel espace juste ici sur le côté. Si c'était moi, j'aurais poussé plus fort sur la vitre, et elle se serait peut-être pliée suffisamment pour que je puisse y passer mes doigts et récupérer un de ces bracelets. Ça vaut au moins la peine d'essayer, parce que si vous êtes si près de la clé qui peut ouvrir toutes les portes du bâtiment, vous ne pouvez pas abandonner si vite. En regardant dans la pièce, on peut voir qu'il y a 11 étuis à lentilles de contact, ce qui signifie qu'il doit y avoir 11 personnes travaillant dans cette installation. Il y a aussi une série de 16 photos sur le tableau qui sont très probablement les victimes. Ça confirme que nous sommes plus nombreux qu'eux, et c'est une raison de plus pour faire tout ce que nous pouvons pour prendre le bracelet et aider les autres, parce que nous avons le nombre nécessaire pour être sûrs de pouvoir sortir d'ici. La femme ne comprend pas ce qu'elle fait ici, mais c'est alors que le médecin lui dit enfin la vérité. Elle a la capacité d'apprendre des informations juste en touchant la peau de quelqu'un, et G1012X est un code génétique que tout le monde dans cette installation porte en lui. Elle s'éloigne pour montrer comment ça fonctionne, mais c'était une énorme erreur. Renée glisse rapidement sa main hors de la sangle et prend secrètement la seringue pendant que personne ne regarde. C'est alors que le docteur se retourne, révélant ses 3 pupilles, et elle s'approche de la civière et frotte son visage contre la joue de la femme. Faisant un pas en arrière, elle commence tout à coup à se transformer en une créature terrifiante juste devant Renée, avant de redevenir normale. Elle est terrifiée, mais saisissant sa dernière chance, la mère enfonce l'aiguille dans le cou de la femme et retire rapidement toutes ses sangles alors que le médecin s'évanouit. Elle tente également d'enlever son bracelet de sécurité, mais il est serré autour de son poignet et n'ayant pas vraiment le choix, elle la traîne jusqu'au brancard et la met dessus. Renée déverrouille la porte et fait sortir la femme de la pièce. Elle se dirige ensuite vers l'ascenseur sans être vue par les autres chercheurs. Elle entre dans l'ascenseur en scannant le bracelet du médecin contre le boîtier de sécurité et elle descend au premier étage.
Une fois la porte ouverte, la femme explore le couloir pour voir s'il y a une sortie, et elle trouve un laboratoire rempli d'équipements scientifiques. En regardant autour d'elle, elle découvre des échantillons d'ADN étiquetés avec les noms des sujets testés, y compris le sien. C'est alors qu'elle entend quelqu'un à l'extérieur, et elle se cache rapidement quand les chercheurs entrent dans la pièce. Un médecin explique à son collègue que l'ovule qu'ils ont prélevé sur René peut être fécondé par des membres de leur espèce. La femme a peur et tente de s'enfuir, mais c'est alors que l'homme chauve se rend compte qu'une des portes a été ouverte. La mère se précipite dans les tunnels de service, mais l'homme n'est pas loin derrière elle. Elle continue à travers l'installation, essayant de trouver une issue de secours, mais il ne semble pas y avoir de moyen de sortir d'ici. Pendant ce temps, le chercheur allume un ordinateur et retrouve facilement la femme. Il découvre que René est dans une impasse et il appuie sur un bouton pour activer un piège. Tout à coup, une paroi vitrée ferme le couloir tandis que du gaz somnifère est dispersé dans la pièce. Et la femme s'effondre, inconsciente. Elle était tellement proche de s'échapper, mais maintenant, elle va devoir survivre à l'expérience finale. Ok, c'est pas bon du tout. Plus tôt dans le laboratoire, ces chercheurs ont révélé qu'ils espéraient utiliser cette femme pour peupler leur race mutante. Mais la dernière fois qu'elle était enceinte d'un alien, ça s'est pas bien passé du tout. Maintenant, toute plaisanterie mise à part, cette situation n'est pas de la science-fiction, comme il pourrait sembler. Le médecin a expliqué que leur espèce peut apprendre des informations par contact cutané, et c'est ce qu'on appelle la perception extrasensorielle. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est quelque chose que le gouvernement des États-Unis a voulu étudier, dépensant des millions de dollars pour ça. Dans les années 70, l'armée américaine a commencé à étudier les médiums et a essayé de trouver un moyen d'utiliser à leur avantage des pouvoirs mentaux comme la télépathie ou la lecture dans les pensées. Officiellement, le projet a été interrompu et considéré comme un échec, mais exposer ces personnes à leur plus grande peur pourrait être la clé qui fait toute la différence. Ça a très probablement quelque chose à voir avec un processus appelé les cassures double brin de l'ADN. Ces cellules sont les éléments constitutifs du code génétique. Elles se brisent naturellement avec l'âge, mais ce processus peut être accéléré si l'ADN subit des dommages directs ou si nos nucléotides sont mal appareillés, ce qui nous ferait littéralement muter. Ce qui est fascinant, c'est que le stress chronique peut en fait endommager le corps au niveau cellulaire après une exposition à long terme à des hormones comme celles qui sont libérées quand nous avons peur. Aussi fou que ça puisse paraître, les chercheurs utilisent une véritable théorie scientifique pour faire muter les génomes de cette femme. Renée refuse de se rendre, et c'est admirable. Cette fois, elle a exploré davantage le bâtiment qu'auparavant, mais si elle avait été prévoyante, elle aurait pu profiter des faiblesses des mutants et utiliser le bâtiment lui-même contre eux. La meilleure occasion qu'elle a eue de le faire était dans le tunnel de service. Comme nous pouvons le voir ici, il y a un générateur de secours à proximité qui est très probablement connecté à ces lampes sur le mur. J'aurais retiré le câble d'alimentation de la prise et éteint les ampoules. Ça aurait laissé la zone dans l'obscurité, et ça nous aurait donné un avantage sur les mutants. Ils ont la polychorie, donc ils auront plus de mal à voir clairement maintenant. Et quand l'un d'eux viendra chercher dans cette partie du tunnel, il est fort probable qu'il remettra le courant pour nous chercher. Dès qu'un chercheur rebranchera le câble, on pourra se faufiler derrière lui et le faire sortir en le menaçant avec le cutter. Ensuite, on pourra fouiller son corps pour trouver des objets de valeur, comme un téléphone portable, des clés de voiture ou son bracelet de sécurité, et on pourra s'échapper. Il y a une chance que ça ne marche pas, mais il vaut mieux se défendre que de se cacher et d'espérer avoir de la chance. Plus tard, Renée se réveille dans une chambre et, réalisant qu'elle ne verra peut-être plus jamais son fils, elle fond en larmes. Soudain, des chercheurs entrent dans la pièce et révèlent qu'elle a été inconsciente pendant 1 jour et demi. Elle n'a pas l'impression que ça fait si longtemps, mais cet homme explique qu'elle vit le temps plus lentement qu'un humain normal. La mère est choquée, et c'est alors que cette femme décide de tester ses pouvoirs. Elle lui demande quel est le document sur cette tablette, et Renée lui dit immédiatement que c'est son dossier médical. Il est impossible qu'elle ait pu le savoir, et l'homme remarque que c'est un signe qu'elle est en train de devenir comme eux. La femme est terrifiée à l'idée qu'elle est en train de changer, et elle demande à retrouver son fils. Mais l'homme lui explique que c'est un stade naturel de son évolution et qu'elle ne doit pas résister. Il lui montre des images de vidéosurveillance de sa famille, et lui explique que la rupture de ses gènes est en fait une bonne chose. Même si elle perdra tout attachement émotionnel pour son fils, elle fera partie d'une espèce surhumaine et prendra le contrôle de la planète. La mère n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, et elle demande ce qui se passera si elle n'arrive pas à rompre. Ils lui font comprendre que les chercheurs feront tout ce qu'ils peuvent pour aider Renée à retrouver une vie normale, mais qu'il y a un risque qu'elle meure pendant le processus de rupture. En la traînant sur cette chaise, des attaches surgissent soudainement et la maintiennent en place alors qu'un masque est attaché à sa tête. Ils accrochent ensuite un tube à cette boîte et des araignées commencent à en sortir. Elle ne peut rien faire pour les enlever de son visage, et les chercheurs la laissent seule pour affronter sa plus grande peur. Terrifiée, elle se met à crier et essaie d'arracher le masque, mais c'est inutile. La femme court droit vers la salle d'observation et claque le masque contre la vitre pour la briser, mais son plan est sur le point de s'effondrer. Tout à coup, elle se fige complètement, et les médecins la regardent se rompre. Son visage se transforme jusqu'à ce que le masque explose. L'expérience est un succès et les chercheurs laissent Renée rentrer chez elle. Mais quelque chose ne va pas. Son comportement a complètement changé depuis, et le médecin l'avertit de garder le secret sur ce qui s'est passé au laboratoire, quoi qu'il arrive. En descendant les escaliers, elle salue son fils qui voit bien qu'elle est bizarre.
Elle s'assoit à côté de lui et lui dit qu'elle a trouvé des tuteurs qui peuvent l'aider dans ses études, mais il ne lui fait pas confiance et ne veut rien savoir. Il quitte la cuisine, mais alors que l'enfant s'éloigne, il remarque que les gens du laboratoire de recherche se tiennent devant leur maison. La mère les accueille, mais elle voit qu'ils ont apporté un taser avec eux. C'est le signe qu'ils ne préparent rien de bon, et c'est alors que les chercheurs lui annoncent des nouvelles inquiétantes. Comme elle a transmis son ADN à son fils, il pense qu'il pourrait avoir des enfants dotés des mêmes pouvoirs et propager leur espèce. Le chef lui demande où est le garçon et elle lui répond qu'il est à l'étage. Les hommes se dirigent rapidement vers le niveau supérieur pour le kidnapper, mais l'instinct maternel de la femme reprend le dessus et elle avertit rapidement son fils de s'échapper. Le garçon sort de sa chambre par la fenêtre et atterrit dans le jardin avant de s'enfuir sur son vélo. Il est clair que même après sa rupture, elle a toujours des sentiments pour son fils. Mais le chef dit à la mère que tant qu'ils l'ont elle, le garçon n'a pas d'importance. Ils vont forcer René à donner naissance à une nouvelle génération d'enfants rompus pour pouvoir dominer le monde. C'est un horrible destin. Et malheureusement pour eux, ils ne réalisent pas qu'ils devront payer des pensions alimentaires pour le reste de leur vie. Mais qu'en pensez-vous? Comment battriez-vous Rupture? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.